vous avez peut-être même un truc qui vous prévient que l'enregistrement Oui, Oui, a démarré. c'est marqué. il y a un bouton rouge allumé. Et j'ai une question pratique, Marc. Il faut peut-être conseiller aux gens de couper les micros. Oui. Voilà. Donc, je vous, avec Marie-Françoise, présenter et dire un mot d'accueil. Bah, comme Marie-Françoise est là, elle va pouvoir le faire. Je sais pas si. Non, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de préparer là. Je suis prise par mes petits-enfants, tout ça. La maison est pleine, donc j'écoute Étienne. Bon, Voilà, ça sera- Bon, on va attendre l'heure pour l'instant, on a encore 2 minutes. Ouais. L'enregistrement a commencé, donc ça, c'est bon. Et on pourra après. C'est Clara. Merci. Et Clara. Pas forcément tout le monde. J'attends 17h et puis je vais. Et chers amis, tout un peu avant de commencer, je vous invite simplement pour le temps de la conférence à couper les micros, peut-être même la caméra, ça permet d'être plus fluide des fois dans les réseaux. Naturellement, je pense qu'il y aura un temps d'échange après, donc à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser les outils pour lever la main, pour prendre la parole et allumer votre micro pour poser les questions. Dans le fil de la conversation, vous pouvez saisir éventuellement vos remarques ou vos questions. Et cette conférence donc est enregistrée, donc on aura l'occasion de la retrouver. Il est 17h, je vais passer la main à Étienne pour la présentation des Blingame et pour cette conférence. À tout de suite. Alors, bonjour à toutes et tous. Eh bien, Madame Game, comme vous le savez, a accepté d'adhérer d'ailleurs à notre association, Histoire et mémoire de la captivité 1939-1945. Elle a accepté, je l'en remercie de nouveau publiquement, de participer à notre conseil scientifique. Elle a très gentiment accepté de faire ce soir la conférence pour laquelle vous avez reçu l'affiche de présentation, donc je ne vais pas m'étendre. Et elle nous a permis, j'étais accompagné de Franck Walter, notre secrétaire, mardi dernier, d'intervenir devant 3 classes de son lycée Hector Berlioz à Vincennes pour présenter un peu le travail que nous effectuons depuis de nombreuses années. Voilà, Madame Game, je vous passe la parole et je vous remercie encore. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie donc l'association Histoire et Mémoire de la Captivité, plus particulièrement Madame Roger et Monsieur Miller qui s'occupent du conseil scientifique, de m'avoir invité à faire cette conférence devant vous. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui le travail et les apports conjoints entre historiens et enfants de prisonniers de guerre, et donc d'évoquer plus précisément ce que la mémoire filiale de la captivité apporte aux historiens. C'est un axe de mes recherches, c'est un axe qui a commencé mais qui n'est pas encore abouti, et donc il y aura plus de questionnements de ma part que de réponses aujourd'hui.
J'utiliserai le terme mémoire filiale qui inclut les enfants, les petits-enfants, plutôt que mémoire familiale, parce que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de lire de mémoires de femmes de prisonniers de guerre, c'est-à-dire des femmes qui auraient écrit spécifiquement, volontairement, pour expliquer ce qu'elles avaient vécu durant la captivité de leur mari ou pour raconter la captivité de leur mari. En revanche, j'en ai interviewé, c'est-à-dire elles ne refusent pas de parler, mais spontanément, elles ne prennent pas la plume elles-mêmes ou elles ne parlent pas d'elles-mêmes. En revanche, leur mémoire, qui n'est pas du tout dans les témoignages de prisonniers de guerre, est dans les témoignages des enfants. Donc c'est pour ça que je préfère appeler cela de la mémoire filiale plutôt que familiale. Cette mémoire filiale est en fort développement depuis les années 1990. Elle est difficilement chiffrable parce qu'elle prend des formes très différentes, sous forme de livres, de bandes dessinées, de films, de documentaires, de blogs, de sites internet. Mais c'est un phénomène vraiment notable et qui donc, à mon avis, est un sujet d'étude historique important à prendre en compte. Alors, la mémoire filiale permet d'abord aux historiens de voir surgir de nouvelles sources sur la captivité. Alors, les historiens sont ravis, hein, dès qu'ils tombent sur des sources nouvelles, ils sont ravis. Là, c'est ce qu'on appelle des sources primaires, c'est-à-dire des sources qui viennent directement des prisonniers de guerre. Ces lettres, ces carnets, ces objets racontent la captivité des prisonniers de guerre, leurs espoirs, leurs attentes, et ce qu'ils apportent de nouvelles connaissances aux historiens. Pas dans les grandes lignes, parce que dans les grandes lignes, tout est connu depuis la Somme qu'a écrite Yves Durand en 1980, qui a été le premier grand livre d'histoire sur la captivité, dont je vous ai mis une diapositive. Voilà, merci Monsieur Muller. Donc ce livre-là, La captivité, histoire des prisonniers de guerre français 39-45, donc c'est un livre qui paraît en 1980, qui est rédigé par Yves Durand, qui est un professeur d'histoire de l'Université d'Orléans, qui était auparavant plus généralement spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et qui là s'est centré sur les prisonniers de guerre parce qu'un de ses collègues, Léopold Moreau, était lui-même un ancien prisonnier de guerre et était membre de la fédération des prisonniers de guerre et lui a demandé si ça l'intéressait de travailler sur ce sujet. Et donc, Yves Durand a bénéficié à la fois des éditions de la fédération, puisque c'est elle qui édite, mais aussi de tout le réseau d'organisations régionales. Et donc, Yves Durand a travaillé grâce à énormément de questionnaires qu'il a envoyés. Et donc, c'est un livre très, très précis. Donc, je vous ai reproduit à la diapositive suivante la table des matières de cet ouvrage, de manière, alors c'est écrit petit, mais de manière à ce que vous puissiez voir que tout est traité en fait. Donc, les dimensions de la captivité, la dispersion, à chacun sa captivité, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la communauté de destin. Politique, patriotisme et résistance en quatrième partie, vivre au cœur du pays ennemi en cinquième partie, et puis les étapes du long chemin vers la libération en dernière partie. Donc ce livre, c'est la somme, hein, c'est le livre de base qui en fait a été financé par souscription. Donc c'est un livre qui est assez difficile à trouver maintenant. Bon, il est dans les bibliothèques, hein, mais c'est pas un livre que l'on peut commander facilement en librairie. Et donc ce livre est vraiment une somme absolument phénoménale. Est-ce que ça veut dire que les mémoires que les enfants vont faire paraître sur les documents qu'ils ont trouvés de leurs parents ne sont pas utiles aux historiens? Ben non, parce que ce livre-là, c'est un livre qui manque quand même de chair. C'est un livre où il y a beaucoup de pourcentages. Alors, il y a des témoignages, il y a des documents, mais il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas cet aspect-là que l'on va retrouver dans les mémoires que les enfants font paraître sur leurs parents, leurs pères prisonniers de guerre.
Donc voilà, les sources que les enfants ont trouvées sont tout à fait importantes pour les historiens et enrichissent encore plus le livre d'Yves Durand. Les prisonniers de guerre eux-mêmes ont écrit leur mémoire. Alors pour aller très très vite, il y a une première vague tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis une deuxième vague dans les années 70 quand les prisonniers de guerre arrivent à l'âge de la retraite. Voilà. Euh, mais euh, mais les témoignages qui nous sont fournis grâce aux enfants de prisonniers, donc la mémoire filiale, va permettre, par exemple, d'avoir le programme des spectacles dans un OFLAC, des spectacles de théâtre dans un OFLAC, ou bien tout le cycle de conférences qui était donné dans l'université du Caen, à quel cycle le prisonnier allait, de quelle manière il prenait les notes, parfois on a même les notes des cours, et puis le nom des conférenciers. Donc, ces nouvelles sources qui surgissent grâce à la mémoire filiale sont tout à fait importantes pour nous. Ce sont des sources privées qui ont échappé aux historiens parce qu'elles n'ont pas été versées. Alors, il n'y a aucune obligation de verser des archives privées, mais cette absence de versement intéresse quand même l'historien parce que par ailleurs, les enfants ont gardé les sources. Donc, les garder sans les diffuser dans un premier temps, c'est quelque chose qui est intéressant à étudier. Alors, il y a la volonté évidemment de garder les sources dans la famille, ça c'est une évidence. Il y a aussi probablement le fait que les enfants n'ont pas trouvé d'interlocuteur à qui donner ces sources, parce qu'il n'y a pas de musée national de la captivité. Alors, il y a des musées locaux, il y a des musées régionaux, mais qui ne sont jamais consacrés uniquement à la captivité. Et c'est un des gros problèmes qu'on retrouve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que la captivité n'est jamais traitée en tant que telle. Ça n'est jamais un sujet d'étude spécifique. Il y a un musée qui va regrouper la résistance, la déportation et la captivité, mais pas la captivité toute seule. Donc les descendants ne se tournent pas vers ces musées. Alors ils pourraient se tourner vers les archives nationales, mais les enfants considèrent que leur prisonnier de guerre est un simple témoin, est un acteur de la petite histoire et non de la grande. Alors ces expressions, un simple témoin et puis acteur de la petite histoire et non de la grande, je les ai trouvées dans des préfaces de livres édités par les enfants sur les carnets ou les lettres de leur père, hein. Donc c'est vraiment leur citation. Ça veut dire que les enfants considèrent que le prisonnier de guerre est important, mais pas au point de verser les sources aux archives nationales, comme si les archives nationales étaient plutôt réservées aux non connus, je sais pas, aux grands hommes. Voilà, donc il y a cet aspect-là sur lequel il faut se pencher plus, travailler plus, mais en tout cas là il y a une première interrogation qui est importante et qui nous montre un petit peu comment la mémoire filiale considère le prisonnier de guerre. Donc c'est quelqu'un d'important, mais en même temps c'est un individu parmi d'autres. Donc il y a cette hiérarchie qui est mise en place. Les sources sont découvertes de manière variée par les enfants. Souvent, les enfants savaient que ces sources existaient. Ils savaient même où elles étaient, au grenier, dans un tiroir, mais ils ne les consultaient pas. Donc ça, c'est aussi une source d'étonnement pour l'historien. Pourquoi est-ce que les enfants ne s'intéressent pas dans un premier temps à l'histoire de leur père? Je dis dans un premier temps parce qu'ensuite, évidemment, il faut s'y intéresser plus précisément et c'est ce moment de bascule, en fait, qui est aussi intéressant à étudier. Donc, souvent, mais je n'ai pas les pourcentages, hein, mais souvent, les sources sont connues. Il arrive aussi qu'elles soient totalement inconnues et qu'elles soient découvertes au moment du décès. Et puis, j'ai trouvé un exemple, mais c'est rarissime puisque j'en ai trouvé qu'un et ça fait quand même pas mal d'années que je cherche. De sources provoquées. C'est l'exemple de Jacques Tardy dont on va reparler. Je pense que vous le connaissez, c'est ce dessinateur, cet auteur de bande dessinée
qui a illustré, enfin, qui a fait une bande dessinée sur la Première Guerre mondiale, une bande dessinée sur la Commune, et qui a aussi fait une bande dessinée sur la captivité de son père. Mais avant de faire cette bande dessinée, en fait, il avait dit à son père d'écrire ses mémoires. Le père ne l'avait pas fait, le père s'appelait Roger. Donc Monsieur Tardy, père, ne l'avait pas fait, mais selon les propos de Jacques Tardy, le souvenir de la captivité était envahissant pour son père, à tel point que Jacques Tardy, donc c'est un petit peu quelque chose de curatif, lui dit: écris dans un carnet ta captivité. Et puis le fils n'en fait rien. Il récupère le carnet et puis la vie continue et il n'en fait rien. Donc voilà, les sources sont découvertes de manière variée. Et ensuite, c'est le déclenchement pour travailler sur ces sources qui est intéressant pour l'historien. Le déclenchement, c'est la plupart du temps le décès. Le décès du père, mais souvent le décès des parents. Alors, les femmes meurent après les hommes parce que l'espérance de vie est plus longue pour les femmes en général. Mais quand les deux parents sont décédés, c'est là qu'il faut vendre la maison, c'est là que l'héritage se met en route, qu'il faut faire des partages, etc., qu'il faut trier dans les affaires de ses parents. Et donc, c'est à ce moment-là que les lettres sont découvertes ou redécouvertes. Et c'est là qu'on décide de les garder ou pas. Alors, tout le monde ne les garde pas, hein. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de lettres et d'objets et de carnets dans les brocantes. Il y en a qu'on ne trouvera jamais parce qu'ils sont jetés à la poubelle et ils sont mis au pilon. Mais il y en a quand même qu'on trouve, beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'on les trouve qu'elles sont étudiées. C'est-à-dire que l'enfant garde le carnet ou les lettres de son père, c'est qu'elles existent, les survole un petit peu pour voir ce que c'est, et puis c'est tout. Il n'en fait rien. Il y a un temps d'incubation, je dirais, qui s'avère nécessaire, qui peut prendre plusieurs années, hein, quand même. Et ce temps ensuite se dirige vers le travail de ces sources. Et donc, ces sources deviennent ce qu'en histoire on appelle des sources secondaires. C'est-à-dire que ce sont des sources qui sont travaillées par les enfants. Donc, on va voir évidemment de quelle manière. Mais c'est intéressant pour l'historien, c'est-à-dire que il est intéressant de travailler sur l'histoire de la captivité, mais il est aussi intéressant de travailler sur l'histoire de la mémoire que les enfants ont de la captivité de leurs parents. Donc, la mémoire filiale est un objet d'étude de la captivité et plus seulement la captivité en elle-même. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la mémoire de la captivité directement qui provient des sources des prisonniers? Les enfants sont un groupe particulier tout à fait intéressant, évidemment. Leur enfance a été marquée par la captivité. Ceux qui sont nés avant la guerre ont vécu l'absence de leur père, ont vu et ont vécu les difficultés de la mère. Et eux, ils font apparaître la mémoire de la mère dans leur travail, dans l'édition qu'ils font des lettres ou dans l'édition qu'ils font des carnets qu'ils trouvent de leur père. Et ça, c'est une nouvelle source pour les historiens. Alors, l'histoire des femmes de prisonniers, elle a été faite. Elle a été faite en 1991 par une Américaine qui s'appelle Sarah Fishman, qui est historienne à l'université de Harvard, encore actuellement, et qui était spécialiste de la gender history, c'est-à-dire de l'histoire des relations hommes-femmes, qui était beaucoup plus avancée. Maintenant, ça se diffuse en France, mais pendant longtemps, c'est aux États-Unis que ça se diffusait le plus précocement, en tout cas. Et donc, cette histoire des femmes de prisonniers a été faite. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est l'histoire des femmes des prisonniers vues par leurs enfants. Et forcément, ce n'est pas le même axe et forcément, ça donne des informations absolument supplémentaires. Et ça permet de comprendre que la captivité ne s'est pas arrêtée aux grilles des oflags ou des stalags ou des commandos, mais que la captivité, elle a aussi été vécue par les femmes, elle a aussi été vécue par les enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les hommes qui étaient en captivité, mais c'est tout un groupe familial qui était en captivité.
Dans les relations professionnelles également, parce que la femme, il a fallu qu'elle élève les enfants, qu'elle trouve un travail, puisque la solde ne tombait pas forcément régulièrement, la solde du mari prisonnier. Parfois, il a fallu qu'elle revienne habiter chez ses parents ou chez ses beaux-parents. Parfois, il a fallu qu'elle fasse appel à quelqu'un. J'ai un exemple de prisonnier de guerre qui était notaire, et donc sa femme a continué à faire fonctionner l'étude, mais comme elle n'avait pas les capacités et les autorisations, puisque on est à une époque où le code civil est encore le code napoléonien, et donc les femmes n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque, les femmes n'ont pas le droit d'avoir un métier si le mari n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'autorité parentale, mais il y a l'autorité paternelle sur les enfants. Et donc les femmes ont besoin de continuer à être en liaison avec les prisonniers de guerre, aussi pour des raisons professionnelles, pour des raisons administratives. Et les femmes donc ont dû se débrouiller. Et les enfants relatent ça. Donc ça, c'est un angle d'attaque qui est nouveau et qui est intéressant. Ces enfants nés avant la guerre ont vu le père revenir aussi, et ils l'ont vu changer. Alors là, ce sont des descriptions que j'ai trouvées dans les mémoires familiales, donc moins patient, plus solitaire, amaigri, vieilli, souffrant, parfois une maladie sur du long terme, parfois une mort prématurée. Donc ces lettres de prisonniers de guerre font ressurgir ces souvenirs dans la mémoire familiale. Excusez-moi. Pour les enfants nés après la guerre, la captivité aussi, elle a joué. Évidemment, ils sont moins marqués par la captivité, sauf si la santé du père a continué à être mauvaise. Mais beaucoup de ces enfants m'ont dit qu'ils avaient senti une différence dans la fratrie, et pas juste une différence d'âge, entre les enfants nés avant la guerre et ceux nés après, notamment dans les rapports avec les parents. Et puis, ces enfants nés après la guerre ont pu sentir une éventuelle mésentente entre les parents à une époque où le divorce n'est pas forcément envisagé, peut-être une déception professionnelle du père, donc ils l'ont quand même vécu, même si c'était moins intensément. Tous ces enfants, quel que soit leur âge, entendent ou pas parler de la captivité. Alors, l'attitude des prisonniers de guerre face à leur captivité est très complexe. Beaucoup ne parlent pas. Mais quand on dit ne parle pas, c'est quand même rare qu'ils ne parlent pas du tout. Souvent, ce sont des déclencheurs qui leur font raconter une anecdote. Alors, le déclencheur, ça peut être un film, un documentaire, la façon de cuire une pomme de terre. Ça peut être un match de football France-Allemagne. Donc, ils ne vont pas raconter leur captivité de A à Z, ça c'est rarissime, mais ils vont donner des indices, donner des indications. Et puis, ils vont choisir leurs interlocuteurs, c'est-à-dire qu'ils parleront pas forcément à tous les enfants, peut-être à un qu'ils sentent plus intéressés qu'un autre. Souvent, la captivité, la description passe par les femmes. Quand je dis les femmes, la mère, la grand-mère, qui, elles, vont parler aux enfants ou pas de la captivité. Donc, en fait, les enfants ont entendu parler de la captivité, mais une chose est d'en entendre parler, et puis une autre est de lire les lettres, où là, c'est complètement différent. Et une fois que ces lettres sont lues, ces lettres, ces carnets, ce qui intéresse l'historien, c'est de savoir quels sont les buts de la mémoire filiale. Alors, il y a d'abord la découverte des sources. Cette découverte, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire que j'entends par découverte une lecture réelle, une lecture approfondie, pas un survol, une lecture en diagonale. Cette découverte, elle peut être faite plusieurs années après. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de réfléchi, parce qu'on entre dans l'intimité de son père ou de ses parents si on a la chance d'avoir les lettres des deux côtés, les lettres et les réponses. Donc, c'est une intimité qui est découverte. Il faut de la maturité, on lit pas ça tout de suite. Il faut aussi que le deuil ait été réalisé, donc ça prend du temps. Il faut aussi du temps pour le faire, parce que la mémoire filiale, comme toutes les mémoires, c'est une construction. Et pour construire, il faut du temps.
Alors, le temps, ben, c'est souvent au moment où les enfants arrivent à l'âge de la retraite, mais ça peut être aussi un temps contraint. Par exemple, le confinement au moment du Covid a permis à certains enfants ou petits-enfants de s'intéresser réellement à ces sources qu'ils avaient sous la main, mais dont ils n'avaient pas, à laquelle ils n'avaient pas vraiment prêté l'attention nécessaire. Il faut un esprit disponible pour découvrir. Une fois qu'on a découvert, il faut connaître. Connaître ce que le prisonnier de guerre a vécu, connaître ce que sa mère a vécu, enfin sa femme, pardon, a vécu aussi. Ça veut dire qu'il faut s'informer. Alors, dans les livres, dans des biographies, sur Internet. Ce qui est intéressant pour l'historien, c'est que très souvent, ces sources, ces recherches ne sont pas indiquées. Il n'y a pas de bibliographie, il y a très peu de bibliographie, la plupart du temps, sauf quand les mémoires filiales sont faites par des historiens ou par des professeurs d'histoire, où là, on a tout le déroulé des sources, mais souvent, les sources ne sont pas indiquées. Alors que ben, ça paraît logique quand on ne sait pas de se renseigner. Donc, pour l'historien, c'est intéressant de savoir pourquoi on n'indique pas où on trouve ces renseignements. Certains font appel à des historiens. Par exemple, Francine David Paponneau a fait appel à Yves Durand directement pour avoir des informations. Connaître permet de comprendre. Comprendre les attitudes du père ou les attitudes du couple. Pourquoi le père a besoin de marcher constamment, y compris quand il fait froid, y compris quand il pleut. Pourquoi le père est aussi exigeant sur le fait de finir son repas et de ne pas gâcher de nourriture, par exemple. Tout ça sont des témoignages que j'ai lus ou qu'on m'a indiqués. Pourquoi la mère reste abonnée à une revue comme Le Lien, par exemple, la revue de la Fédération ou la revue d'une amicale, alors qu'à la longue, elle l'ouvre même plus, mais elle la reçoit et elle se réabonne constamment. Comprendre aussi la grille de lecture habituelle de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire comment le prisonnier s'est fait prendre. Est-ce qu'il s'est battu ou pas? Est-ce qu'il a résisté ou pas? Est-ce qu'il a essayé de s'évader ou pas? Alors, les évasions réussies, c'est un tout petit peu plus de 4%, mais il y a eu énormément de tentatives. Donc ça, c'est aussi une interrogation des enfants. Est-ce qu'il a été pétainiste ou pas? Donc, des interrogations qui permettent de comprendre le père et sa vie qui n'était pas apparue jusqu'à présent. Et puis ensuite, on diffuse une fois qu'on a toutes ces informations. Alors, la diffusion, ça commence par la transcription. Alors, vous l'avez quasiment tous fait, donc vous savez tous que c'est très compliqué parce que c'est écrit sur des cartes ou sur des lettres avec un nombre de lignes très, très réglementé. Donc, c'est écrit en tout petit, au crayon à papier, avec une écriture minuscule. Parfois, ça commence à s'effacer, c'est difficile à lire. Donc, ce travail de transcription, il est long, donc il faut aussi du temps. Et puis, une fois qu'il est fait, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette transcription? Très souvent, le premier geste, c'est de le donner aux frères, aux sœurs, de le donner aux petits-enfants. Parfois, c'est comme un rite de passage d'ailleurs. On va donner la transcription des lettres du grand-père quand le petit-enfant aura atteint un certain âge, qui est l'âge où il va pouvoir comprendre ce qu'on lui donne et tout le travail et toute la vie qui est associée à ce don. J'ai un exemple de fils de prisonnier de guerre qui est rassemblé dans un recueil qu'il a appelé Guerre familiale au pluriel. Les notes du grand-père pendant la Première Guerre mondiale, du père pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis des articles que lui a écrits pendant la guerre d'Algérie pour soutenir des insoumis. Et c'est intéressant, historiquement, c'est vraiment intéressant cette filiation de 3 guerres dans une famille. Alors, une fois que cette étape de transcription est faite et puis de distribution aux gens autour, enfin distribution familiale, l'étape suivante, et alors là pour l'historien c'est une autre démarche qui commence, c'est rendre le témoignage accessible à l'extérieur du cercle familial. Et ce qui est intéressant pour l'historien, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi faire ça? Alors, souvent, les intentions sont indiquées dans la préface. Honorer le prisonnier,
raconter, confronter avec ses propres souvenirs, montrer la petite histoire dans la grande, montrer qu'ils ont été des acteurs de l'histoire, ne pas les oublier. Idée que les historiens ne le font pas. On reviendra dessus, c'est pas vrai, mais voilà, cette idée, elle est présente. Ce qui est intéressant aussi pour l'historien, c'est de s'apercevoir que les enfants ne modifient pas l'histoire du prisonnier de guerre alors que cette histoire va devenir publique en quelque sorte, puisqu'elle est organisée pour être lue par des gens qui ne sont pas de la famille et qui souvent connaissent même pas le prisonnier. J'ai un exemple précis d'une professeure d'histoire qui s'est aperçue en lisant les lettres que son père avait été pétainiste. Le livre des lettres de son père est présenté comme une grosse dissertation d'histoire, et donc il y a une problématique. Et la problématique, c'est pourquoi a-t-il été pétainiste? Elle ne cherche pas à créer de preuves, elle ne cherche pas à justifier de manière quasi désespérée ce que son père a fait. Elle associe les faits, et c'est particulièrement courageux et honnête parce que ça va être lu par des gens qui ne connaissent pas le prisonnier, et puis que clairement, ce n'est pas très positif de nos jours d'avoir été pétainiste. Parfois, il trie les enfants, néanmoins. Ils ne modifient pas, mais ils trient. Ils ne reproduisent pas tous les documents, je cite, pour ne pas lasser le lecteur. Et ce qui est intéressant pour l'historien, c'est quelle image du lecteur ont les enfants qui diffusent la mémoire du prisonnier de guerre? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Comment ils voient le lecteur? Pour qui ils font ça? Hormis la famille. Et donc, peut-être une réponse à cette question en essayant de voir comment ils diffusent. Le plus spontané, c'est l'édition. Essayer d'éditer un livre, faire ça sous forme de livre. Parce que les lettres sont sous forme écrite, ou que ce sont des carnets, c'est une forme écrite, donc c'est une raison immédiate. Le fait aussi que la génération des enfants, c'est encore la génération de l'écrit. Mais l'édition, c'est probablement le moyen le moins simple de parvenir à une diffusion. Éditer, c'est un parcours du combattant absolument phénoménal. Il faut chercher un éditeur, il faut que l'éditeur ait le sentiment qu'il va rentrer dans ses frais, ce qui n'est pas évident du tout. En général, les éditeurs, ce sont des toutes petites maisons d'édition régionales qui ont un livre qui a bien marché à côté et qui donc savent qu'ils vont équilibrer avec ce livre-là. Parfois, les enfants éditent à compte d'auteur, ce qui est coûteux. Alors, les enfants ne cherchent pas à faire de l'argent en éditant les mémoires de leur père, mais néanmoins rentrer dans leurs frais. Il y a une maison d'édition qui s'appelle l'Harmattan qui permet un entre-deux, c'est-à-dire que les enfants s'occupent de la correction, de la mise en page, de tout, et les éditions l'Harmattan offrent leur réseau et se rembourse sur les 1000 premiers, je crois que c'est 1000 premiers exemplaires vendus. Et puis, au-delà des 1000, le produit des ventes va aux enfants. Mais 1000 exemplaires vendus, c'est énorme. Pour un livre d'histoire, c'est déjà beaucoup, 1000 exemplaires vendus. Donc, c'est très, très compliqué l'édition. Et donc, assez souvent, c'est assez compliqué et ça rebute un certain nombre d'enfants qui ont tout fait. Enfin, le manuscrit est prêt, mais voilà, ils ne trouvent pas d'éditeur. On s'aperçoit que le moyen choisi pour transmettre est celui qui est le plus évident pour l'enfant, pour le descendant, donc lié à son métier. Alors, les historiens en font un livre d'histoire, c'est-à-dire que historiens et profs d'histoire en font un livre d'histoire, c'est-à-dire que il y a des notes, il y a des croquis, il y a des précisions, il y a une contextualisation. Donc, parfois, ça va permettre, l'histoire de la captivité va permettre d'expliquer l'histoire du camp, voire l'histoire de la région allemande dans laquelle était installé le camp, l'histoire de la façon dont la mère a vécu la captivité. Ça va aussi permettre de décrire la région en France sous la Seconde Guerre mondiale. Donc des contextes très très précis, même si ces enfants historiens ou profs d'histoire se défendent de faire de l'histoire, mais concrètement ils en font. Il y a d'autres manières
de faire surgir ces témoignages de prisonniers de guerre. Par exemple, la bande dessinée, donc c'est la diapositive suivante, c'est l'exemple de Jacques Tardy, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est la diapositive suivante, voilà. Donc c'est Jacques Tardy, son père a été prisonnier de guerre au Stalag 2B, donc en Poméranie, sur lequel vous avez travaillé. C'est le prisonnier dont je vous parlais tout à l'heure qui avait besoin d'écrire parce que le souvenir était trop envahissant pour lui. Et donc son fils, Jacques Tardy, laisse aller les choses pendant très très longtemps. Et puis après la mort du père, il décide d'en faire une bande dessinée. Et il utilise un procédé, donc bande dessinée parce que c'est son métier. Il utilise un procédé tout à fait original, c'est-à-dire qu'il se représente lui aux côtés de son père. Donc il est présent dans la bande dessinée. Donc c'est l'enfant que vous voyez sur la couverture à côté de l'adulte. Donc l'adulte, c'est René Tardy, le père, et puis le jeune garçon, c'est Jacques Tardy, le fils. Et cet enfant, vous voyez, je vous ai scanné une planche juste à côté. Cet enfant, il est présent. Donc il est présent dans le stalag. Et donc là, c'est une planche où le père est retourné au camp central après avoir travaillé dans un commando agricole, notamment à planter et puis récupérer des pommes de terre, donc un travail très très difficile. Et il dit qu'il en a assez et qu'il voudrait bien mettre fin à tout ça, que s'évader, ben, il faut un groupe, c'est compliqué, la Poméranie c'est loin de la France, donc c'est ce qu'il explique dans la deuxième vignette. Et puis ben, son fils lui dit, pourquoi tu creuses pas un tunnel? Et dans la troisième vignette, ben, René Tardy explique à son fils que c'est au cinéma, pour l'essentiel, les évasions par tunnel, et que c'est très très compliqué, et puis que ben, en plus le sol est fait de sable, donc c'est pas très très facile en Poméranie. Donc vous voyez, il utilise la bande dessinée. Jacques Tardy utilise la bande dessinée parce que c'est sa profession. Autrement dit, il a son réseau de diffusion. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Il a son réseau de diffusion, donc il y a de grandes chances que cette bande dessinée paraisse. Et d'ailleurs, elle est parue chez Casterman et ça a été un gros succès. Et puis, en même temps, ça veut dire qu'il intègre l'histoire de son père dans sa propre vie, dans la vie de toute la famille d'ailleurs, parce que l'épouse de Jacques Tardy est aussi fille de prisonnier de guerre. Et d'ailleurs, les deux pères prisonniers se sont croisés au Stalag 2B. Ils se sont jamais parlé, mais ils se sont aperçus après-guerre qu'ils avaient tous les deux été dans ce Stalag-là. Jacques Tardy, il a fait le voyage en Poméranie pour repérer les lieux, pour pouvoir aussi bien les dessiner, mais aussi par pèlerinage, il emploie le mot de pèlerinage. Et puis, bah, il a intégré toute sa famille. Donc, c'est sa fille qui s'est occupée des couleurs, c'est son fils qui s'est occupé de l'information historique pour que les dessins soient les plus proches de la vérité possible. Donc, c'est vraiment une histoire qui est totalement réappropriée dans l'histoire et dans la vie de Jacques Tardy, au point qu'il se représente lui-même dans le camp, alors jeune, mais il se représente lui-même dans le camp. De la même manière, Éric Sénat, par exemple, qui est metteur en scène, lui, il fait une lecture théâtralisée des lettres de sa grand-mère à son grand-père. Enfin, il a retrouvé les lettres dans les deux sens. Et donc, il fait une lecture théâtralisée, puis il fait des lectures dans les prisons, donc face à des captifs d'une autre sorte, mais des captifs quand même. Donc, très, très souvent, les enfants utilisent leur profession parce qu'ils ont le réseau, parce que c'est quelque chose qui leur est familier, et puis parce que à la fois leur métier et à la fois l'histoire du père, tout ça fait partie de leur vie, et donc c'est logique qu'à un moment tout ça se croise. Actuellement, la diffusion la plus évidente, c'est les réseaux sociaux, les blogs, les sites. Alors, plein d'avantages, c'est pas coûteux.
Ça ne demande pas une technicité énorme, puis il y a plein de tutoriels qui expliquent, mais c'est largement faisable. Après, on peut faire des choses plus ou moins abouties, mais c'est largement faisable. En général, les blogs ou les sites élargissent, ne parlent pas que du prisonnier, mais parlent de son nauflag, ou bien de la captivité en général. Et puis, ça permet l'interactivité des réseaux sociaux, et ça, c'est intéressant pour l'historien. Ça fait surgir des descendants qui jusqu'à présent, ne s'y étaient pas intéressés, peut-être parce qu'ils n'étaient pas à la retraite, peut-être parce qu'eux n'avaient pas de source, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'âge, la maturité, l'envie de s'y intéresser. Et là, ils vont pouvoir poser des questions, obtenir des conseils, chercher, envoyer des photos pour dire, ben voilà, la photo de mon père, de mon grand-père prisonnier de guerre, est-ce que quelqu'un le reconnaît, l'a vu, etc. Et donc là, ça donne pour l'historien des sources absolument nouvelles et très, très intéressantes. Et donc, ça crée de nouveaux outils. Alors, des outils où on indexe, on résume, on organise, on compile les sources primaires que sont les sources des prisonniers de guerre. Et donc, ça devient en histoire des sources tertiaires. Typiquement, bah, c'est le blog de l'association, www.oflag avec un s.fr, qui est, mais ça vous le savez, un énorme travail de recension, de présentation des sources, d'indexation, d'organisation de voyages. C'est un travail monumental qui a été entrepris par M. Jachet et par son épouse, donc c'est familial aussi. Et puis maintenant, évidemment, il est rejoint par d'autres aides tout à fait fondamentales. Il y a des envois, il y a des échanges qu'on voit dans l'onglet Nouveautés. Il y a un grand, grand souci d'utilité, d'accessibilité. Donc, c'est à la fois un outil de travail, et puis en même temps, c'est un tombeau au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire la volonté d'honorer la mémoire, comme je ne sais pas, Mallarmé pouvait le faire pour Baudelaire, par exemple, ou Rameau pour Lully. Donc, c'est vraiment un élément important. Il y a une volonté de diffusion, il y a une volonté de pérennité, parce que dans le bulletin d'adhésion, il est bien indiqué qu'il faut élargir ce devoir de mémoire aux jeunes générations. Du point de vue de l'historien, en regardant ce blog, il y a plusieurs questions qui surgissent. Ce n'est pas un blog d'ailleurs, c'est un site, excusez-moi. Donc, en regardant ce site, il y a plusieurs questions qui surgissent. La première question, c'est dans le bulletin d'adhésion, il est écrit « Notre amicale soulève, grâce à son site, de plus en plus d'intérêt sur la captivité ». Et donc, immédiatement, l'historienne se dit « Mais comment vous mesurez cet intérêt ? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des pourcentages? Est-ce que vous n'êtes contacté que par des enfants de prisonniers ? Ou bien des gens qui n'ont pas de prisonniers dans leur famille vous contactent quand même? Quel est le degré de filiation? Quel âge ont les gens qui vous contactent? Quel métier? Quelle région française? Est-ce que ce sont tous des descendants de prisonniers des OFLAC 2D, 2B, 21B, ou bien est-ce qu'ils viennent d'autres? Est-ce qu'il y a des gens du Stalag 2B, comme je ne sais pas, Jacques Tardy, par exemple, qui pourrait vous contacter? Quelles questions ils vous posent? Quand ils vous prêtent des documents, est-ce qu'ils vous les cèdent? Est-ce qu'ils vous les prêtent? Est-ce qu'ils mettent des conditions d'utilisation? Enfin, voilà, toutes ces questions sont intéressantes pour étudier la mémoire filiale. Donc, ça fait un objet d'étude pour l'historien. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est la deuxième question que la lecture de votre site suggère, c'est de voir que la recherche historique n'apparaît pas dans le site. Alors que la population qui lit ce site, c'est une population qui est concernée par la captivité, alors concernée et très intéressée, donc on pourrait se dire qu'ils vont lire des livres d'historiens. Et en fait, non. Dans la bibliographie qui est indiquée, ce sont des témoignages de prisonniers de guerre. Le seul livre d'histoire, c'est le livre de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui est lui-même en plus un prisonnier de guerre, mais qui est aussi un historien. Alors, une première réponse, ça pourrait être de dire qu'il n'y a pas de livre d'historien précisément sur les OFLAC de l'amicale. Et ça, c'est vrai. Mais il y a quand même des articles généraux sur votre site. Par exemple, dans l'onglet Les camps, il y a un article sur la politique dans les OFLAG.
qui est très documentée, mais il n'y a aucune source n'est citée, donc on ne sait pas d'où viennent ces informations, alors que ça pourrait peut-être intéresser les lecteurs du site de savoir, pour chercher plus avant ou pour se renseigner, d'avoir des sources historiques. De la même manière, il y a un récit de Roger Icor dans l'onglet Retour et réinsertion, et il n'y a pas de lien avec le travail historique de Delphine Richard. Alors, il est indiqué plus loin que des membres de l'amicale sont allés assister à la soutenance de la thèse de Delphine Richard et que le lien sera mis, mais le lien n'est pas mis. Et donc, c'est un petit peu dommage parce que là, ça sera un lien direct. Il y a une conférence qui a eu lieu en 2019 de François Doss sur Paul Ricoeur et c'est pareil, il n'y a pas le lien. Il y a donc absence de référence à l'histoire scientifique et ça, c'est quelque chose d'un peu questionnant, voilà, pour les historiens. Troisième question, dans la page d'accueil, il est indiqué qu'ils sont les victimes oubliées de l'histoire. Alors ça, non, ils ne sont plus les victimes oubliées de l'histoire. Alors, c'était le cas pour les prisonniers de guerre, parce que le rythme de l'histoire, ben, c'est un rythme lent. Le processus de travail des historiens prend du temps. Il faut que les archives s'ouvrent pour que les historiens puissent commencer à travailler, et ils commencent par les archives publiques. En plus, l'histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est particulière à la France, puisque jusque dans les années 60, c'était la mémoire de la résistance. À partir de la mémoire à partir des années 60 se rajoute la mémoire des déportés, et seulement à partir des années 70 se rajoute la mémoire de tous les autres. Et dans tous les autres, ben, il y a les STO, les malgré nous, les femmes dans la résistance, les indigènes et les prisonniers de guerre. Donc, l'histoire permet aussi de relativiser et de relativiser cet oubli. Donc, que les prisonniers de guerre eux-mêmes aient considéré qu'ils étaient oubliés, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qu'ils aient eu ce sentiment, ça fait partie de la recherche historique. Moi, j'ai travaillé là-dessus, sur pourquoi les prisonniers de guerre avaient le sentiment d'être oubliés, alors qu'en fait, ils ne l'étaient pas. Mais que les enfants continuent à avoir ce sentiment, alors que depuis, la recherche historique s'est largement emparée du sujet, ça, c'est aussi un sujet d'étude qui est intéressant. Alors, pour vous montrer qu'en fait, ils ne sont pas oubliés, donc c'est la diapositive suivante. C'est l'attitude de la mémoire institutionnelle, en clair, le gouvernement. Par rapport à la captivité. Donc, en fait, on voit qu'ils n'ont pas été oubliés. Dès l'automne 1944, le gouvernement provisoire de la République française s'occupe d'eux, leur envoie des colis. De Gaulle dit qu'ils sont le troisième front, après le front de la France libre et le front de la France résistante. Et il y a un prisonnier de guerre dans la crypte du Mont Valérien, à côté d'un résistant, à côté d'un combattant des différents fronts mondiaux, il y a un prisonnier de guerre. À partir de 1946 et jusqu'à la fin des années 50, lors des élections, les prisonniers de guerre indiquent leur captivité sur leur profession de foi. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des hommes politiques qui veulent être élus. Et donc, si la captivité était oubliée et mal vue, ben, ça ne serait pas signalé. Et c'est signalé jusqu'à la fin des années 50. Une commission d'histoire de la captivité est créée par le gouvernement dès 1953 avec des historiens anciens prisonniers de guerre, donc des grands noms, hein, Fernand Braudel, Jean-Marie Doupe. Il y a la nécropole nationale de Montauville, en Meurthe-et-Moselle. En 1995, lors des commémorations pour les 50 ans de libération des camps, le ministre des anciens combattants Pasquini indique que les prisonniers de guerre se sont bien battus. C'est l'état-major qui a failli. Et alors là, c'est le gouvernement qui le dit, mais les militaires l'ont dit dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a des militaires qui écrivent et qui disent tout de suite que l'état-major a failli, mais que les prisonniers, les soldats, eux, n'ont pas failli. Il est vrai qu'il n'y a pas de date officielle de commémoration de la captivité. Ça, c'est tout à fait exact. Si on regarde maintenant le travail des historiens, donc c'est la diapositive suivante, le travail des historiens. Merci. Alors,
Donc, dans les années 70, avant les années 70, d'accord, il n'y a rien. C'est pourquoi les prisonniers de guerre, eux, ont pu penser qu'effectivement, ils étaient oubliés. Dans les années 70, des mémoires de maîtrise, donc de nos jours, on dirait des masters, commencent sur les prisonniers de guerre qui sont dirigés par Jacques Droz, qui est un ancien prisonnier de guerre. Et puis, à partir de 1980 et du livre d'Yves Durand, bah, il y a toute cette histoire qui se met en place. Et donc, alors là, c'est même pas une liste exhaustive, hein. Donc, l'histoire commence par une étude sur la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre. Donc, ça, c'est Christophe Lévin. Sarah Fishman, dont je vous ai parlé sur les femmes de prisonniers de guerre. François Cochet, les exclus de la victoire, et puis une captivité vue par une approche culturelle. Catherine Klein-Goussev s'occupe des prisonniers qui sont passés par l'URSS avant de revenir en France. Jean-Louis Crémeux-Briac, dont je vous ai parlé, qui raconte la même chose. J'ai fait un livre sur les enjeux militaires et stratégiques des prisonniers de guerre. Armel Mabon a travaillé sur les indigènes prisonniers de guerre qui sont restés en France dans des Frontstalag. Delphine Debon s'est occupée de l'assistance spirituelle aux prisonniers de guerre. Laurent Quinton, alors c'est pas un historien, c'est une thèse de littérature, mais qui est tout à fait intéressante, donc je l'ai mise là, sur les récits de captivité des prisonniers de guerre. Alain Navarro a fait un recueil de photos sur le retour des absents en 1945. J'ai fait un livre sur la captivité vue d'un point de vue familial. Christophe Verlet a travaillé sur les prisonniers dans l'industrie du Reich. Fabien Théophilakis s'est intéressé aux prisonniers de guerre en 1940, donc leur combat et leur capture, uniquement cette année-là. Delphine Richard donc, a fait sa thèse sur les prisonniers de guerre juifs de l'armée française, qui n'est pas encore paru, mais qui va paraître. Et puis, au mois de mai 2024, il y a un livre qui paraît de Gwendoline Cicottini, qui a fait sa thèse en 2020 sur les relations entre les femmes allemandes et les prisonniers de guerre français pendant la Seconde Guerre mondiale. Les historiens travaillent sur les prisonniers de guerre, ils travaillent sur la captivité dans plein de domaines différents. Et donc, c'est le fait que cette recherche historique ne soit pas diffusée dans la mémoire filiale pose question et donc est un sujet d'étude qui est important. Et puis, il est intéressant aussi, parce que l'histoire sert à comparer, de dire que le premier livre sur le STO, c'est en 72. Le premier article sur les malgré nous, article, hein, même pas un livre, premier article, c'est en 1985. Les femmes dans la résistance, c'est en 1975. Le livre sur les femmes de prisonniers de guerre sort avant le livre sur les femmes tondues, dont on parle beaucoup plus, mais la recherche a eu lieu avant pour les femmes de prisonniers. La mémoire des Noirs dans l'armée, c'est 2005. La mémoire des indigènes dans l'armée française, des Maghrébins, c'est 2006. Donc, l'impression que les historiens ne travaillent pas dessus, elle est un sujet d'étude intéressant, à la fois dans la mémoire des prisonniers et dans la mémoire filiale. Là, il y a quelque chose à travailler, comme si la mémoire des enfants reprenait la mémoire des pères sur ce point de vue-là, alors que la captivité, évidemment, a été ce qu'elle a été pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que le travail sur la captivité, il est en train de se faire et il est en train de se faire de manière très dynamique. La dernière question que pose l'étude de votre blog, et je regarde, je suis dans les temps, c'est dans le bulletin d'adhésion, il est indiqué que la captivité, donc intérêt sur la captivité vécue par les prisonniers de guerre, hélas trop peu médiatisé. Et alors là aussi, ça intéresse l'historien, quelles sont les attentes de médiatisation? Parce que des films sur les prisonniers de guerre, il y en a eu notamment beaucoup dans les années 60, de très bonne qualité, des films qui étaient soit tournés par des prisonniers de guerre, soit avec des techniciens prisonniers de guerre, des acteurs prisonniers de guerre, à partir d'histoires vraies, tout le temps à partir d'histoires vraies, avec la Fédération des prisonniers très, très soucieuse de bien vérifier ce qui était montré. Le film La vache et le prisonnier est rediffusé tous les ans à la télévision et il a encore été rediffusé il y a 2 mois.
il date de 58. Dans les années 70, le feuilleton Colditz, qui raconte donc l'OFLAG pour les prisonniers officiers qui s'évadaient beaucoup. Ce feuilleton-là a été un énorme succès dans les années 70. Il était diffusé sur la Une le samedi soir, donc à un horaire à 22h, hein, donc un horaire totalement accessible, et c'était un très très gros succès. Un des tout premiers numéros de l'émission 5 colonnes à la Une, qui était la grande émission de reportage des premières années de la télévision. Un des tout premiers numéros parle des prisonniers de guerre qui ont choisi de retourner en Allemagne pour y refaire leur vie. Alors minoritaire, mais néanmoins. Ce reportage va servir à André Cayatte pour son film Le Passage du Rhin, qui raconte donc notamment cette histoire-là. Le film date de 1960 et il représente la France à la sélection officielle du Festival de Venise. En 1995, pour les 50 ans de l'ouverture des camps, il y a des émissions à la télévision. Il y a toute une semaine d'émissions sur France Inter avec des témoignages, des reportages, des interventions d'historiens, enfin vraiment quelque chose de très très précis. Et puis pour arriver dans les dernières années, en 1917, il y a une émission, enfin une série d'émissions dont le titre est Retour aux sources et qui prenait une célébrité qui recherchait, en général c'était un grand-père ou une grand-mère, et la recherche autour de ce grand-père ou de cette grand-mère permettait d'éclairer un aspect historique de la France, de l'histoire de France. Et donc en 2017, c'est Franck Dubosc, qui est très très connu à l'époque, qui recherche des informations sur l'histoire de son grand-père qui est prisonnier de guerre. Et cette émission, elle a été diffusée à 22h et puis elle a été rediffusée pas mal depuis. Et puis en février 2024, donc il y a un mois, sur la chaîne Histoire, alors il faut être abonné, mais sur la chaîne Histoire, il y a un documentaire qui s'appelle Nos chers prisonniers qui a été diffusé donc en février. Donc voilà, la mémoire filiale, j'espère vous l'avoir un petit peu montré. La mémoire filiale est un sujet d'étude tout à fait passionnant, tout à fait riche pour les historiens, à la fois pour découvrir des nouvelles sources et donc faire des nouvelles recherches, à la fois pour comprendre comment fonctionne cette mémoire filiale, et puis pour comprendre pourquoi cette mémoire filiale n'utilise pas l'histoire alors que l'histoire utilise la mémoire et que les deux se complètent sans entrer en concurrence. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Bien, écoutez, merci beaucoup. Vas-y, Étienne. Merci beaucoup, madame. Plusieurs remarques. Vos éclairages ont été absolument passionnants. Moi, j'avais tendance à voir les choses d'une manière complètement différente. Et donc là, vous nous confortez dans l'idée que dans cette nouvelle association que nous venons de créer, nous avons besoin d'historiens comme vous pour nous aider à voir les choses telles qu'elles sont et à nous guider dans notre travail. À propos du site internet oflag.fr que j'ai créé il y a 17 ans, bien, je constate qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être revues ou qui doivent être revues. Et votre aide va nous permettre, puisque nous allons créer un nouveau site dans le cadre de notre nouvelle association Histoire et Mémoire de la captivité, eh bien, nous aurons besoin de votre aide, notamment pour éviter de recommettre le même type d'erreur. Concernant les quelques questions que vous avez posées, bien, effectivement, dans le site oflag.fr, il n'y a pas de lien, et j'en ai parlé avec Delphine Richard à propos de sa thèse pour le moment, mais c'est elle qui doit le donner de façon à ce qu'il puisse être mis en ligne.
à propos des documents, des très nombreux documents numérisés, pour répondre aussi très vite à votre question, je n'ai jamais essuyé aucun refus de la part des gens, mais ces documents nous ont été fournis sous forme numérisée, ce qui, les propriétaires de ces documents gardant les originaux, bien évidemment. Pour ce qui concerne aussi l'autre question, qui a contacté, je disais mardi dernier dans votre classe qu'il y avait eu plus de 300 familles avec qui j'étais en contact. Alors, ça a toujours été de mémoire uniquement des familles de prisonniers. Par contre, il y a quand même un certain nombre de fois, je n'ai pas de chiffres immédiatement en tête à vous citer, mais il y a eu un certain nombre de familles dont le prisonnier n'était pas le FLAC 2D, 2B ou 21B, et qui venaient chercher des conseils en découvrant ce site dont vous avez dit vous-même qu'il était très, très riche. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je laisse la parole aux gens qui auraient des questions à vous poser. J'ai vu que Marie-Françoise avait une question. Oui, en remettant le micro. Oui, c'est juste une observation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et en particulier avec le fait qu'il faudrait que ce qu'on appelle pompeusement conseil scientifique soit un peu plus actif, enfin, et se donne un peu des fonctions autres que juste d'accumuler des données. Mais je voudrais surtout revenir, en fait, vous avez dit, c'est sûr que ce n'est pas juste de la part des enfants d'avoir ce sentiment que les prisonniers de guerre ont été des oubliés de l'histoire. C'est quelque chose qui a quelquefois, par exemple, lorsque Delphine Richard a fait son intervention sur Roger Icor, on trouve ça dans le livre de Roger Icor de façon très, très claire, hein, que les soldats de 40, etc., étaient les oubliés de l'histoire. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être été transmis par la voix, comme ça, par la parole des enfants. Et puis, la seconde raison, en fait, il me semble aussi que pour certains descendants de prisonniers de guerre, c'est peut-être aussi un sentiment de culpabilité, en fait, de pas avoir davantage, de pas s'être davantage, enfin pour certains au moins, intéressés plutôt aux souffrances de leur père ou des choses comme ça, ou même de traîner, comme je le fais, à transcrire les lettres, le paquet de lettres que j'ai chez moi. Et ou peut-être aussi simplement parce que, n'ayant pas connu suffisamment longtemps leurs parents, il y a comme une espèce oui, de culpabilité de ne pas s'occuper davantage de ce que leurs parents ont vécu. Donc je pense que ça peut s'expliquer comme ça. En tout cas, vous avez tout à fait raison de dire que l'intérêt maintenant serait de transmettre quelque chose qui soit utile aux historiens, enfin, et peut-être d'orienter un peu ce site de façon un peu plus scientifique, justement, et historique. Voilà. Alors, je n'ai pas voulu être une donneuse de leçons à aucun moment, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Regardez ça d'un point de vue historique, parce que tout ce que j'ai dit, ça fait sujet pour une étude d'histoire. Donc, c'est intéressant. Évidemment, la culpabilité, évidemment. Moi, mon père, il n'a pas été prisonnier de guerre, mais il s'est caché pour échapper au STO. Et moi, je n'ai pas travaillé sur le STO. Et souvent, je me demande, mais pourquoi je n'ai pas travaillé sur le STO? Bon, mon père m'en a pas beaucoup parlé, c'est par ma mère que je l'ai su. Donc, vous voyez, on a tous des choses comme ça qui concernent nos parents, et c'est douloureux de se pencher de trop près sur l'histoire de ses parents. Donc, il y a absolument de ma part aucune volonté. C'est vraiment un œil extérieur sur la mémoire filiale. C'est pas du tout. Donc, j'ai pris l'exemple de votre blog, de votre site, pardon, parce qu'il est tellement riche. Le travail qui est fait est tellement énorme que justement, il offre un sujet d'étude tout à fait intéressant. Après, c'est aussi logique, parce qu'il faut
c'est du temps long. Tout ce que vous avez entrepris, c'est du temps long. Transcrire, c'est très long. Diffuser, c'est très long. Se battre pour que les choses se fassent, c'est très long. Monsieur Jachet a dit que ça faisait des années qu'il était dessus, et c'est très long. Et puis, intégrer tout ce que les historiens ont fait, ont écrit, bah, c'est aussi très long. Donc, maintenant, c'est l'intégration des travaux. Et puis, la volonté d'être fidèle à ce que le père dit et en même temps avoir assez de recul pour voir qu'il dit des choses qui, depuis, ont changé, c'est pas évident du tout. Hein. Donc, j'ai absolument pas voulu, et alors si ça a été pris comme ça, je m'en excuse totalement. Non, pas du tout, pas du au tout contraire. voulu être une donneuse de leçons à aucun moment. Vous c'est pas êtes ce que pour moi un sujet d'étude hallucinant. Voilà, clairement. C'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, moi, j'ai eu comme professeur Roger Icor. Donc, quand je l'ai eu comme professeur à la Sorbonne, mon père m'avait fait un mot pour lui rappeler leurs souvenirs de captivité. Et tous les amis de mon père étaient des gens du camp, en fait. Donc, je voyais très régulièrement à la maison et ils évoquaient cette période, etc. Je ne crois pas qu'ils aient eu le sentiment d'être des oubliés de l'histoire. Hein. Mon père était maire de sa commune et tout le monde savait effectivement qu'il avait été prisonnier de guerre. C'est plutôt, oui, plutôt dans les livres de Roger Icor, plutôt dans les livres d'Yverneau aussi, qu'on trouve cette idée d'être passé à côté de quelque chose, quoi, d'avoir été oublié, d'être... Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait là-dessus. Merci. Il y a Didier qui souhaite prendre la parole aussi, en mettant le micro toujours. Bon, c'est peut-être pas. Voilà. Merci beaucoup, Mme Guem, pour cette conférence tout à fait intéressante. Et je le dis très sincèrement. Quand vous parlez effectivement des personnes qui, lorsqu'on prit la retraite, se sont intéressées à l'histoire familiale, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai pris ma retraite il y a 6 ans et je m'étais engagé vis-à-vis de moi-même, mais d'écrire un livre sur l'histoire de ma famille, en commençant depuis les guerres de Vendée jusqu'à la captivité de mon père. Mais c'est vrai aussi que c'est au moment du confinement lié au Covid que j'ai accentué mes recherches, que je me suis mis réellement au travail. C'est là aussi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le site, c'est à ce moment-là que j'ai connu Étienne Jachet, comme tous ceux qui ont découvert le site, en m'adressant à lui. Donc c'est tout à fait vrai. Après, concernant les prisonniers oubliés, moi je dirais plutôt que des prisonniers oubliés, c'est souvent des prisonniers humiliés. À part ceux qui, effectivement, ont pu s'évader et donc qui ont eu cette fierté méritée de s'être évadés, les autres prisonniers ont été humiliés d'une part parce qu'effectivement, ça a été une défaite en juin 40 qui les a énormément blessés. Et puis également parce que ensuite on a beaucoup parlé des résistants et même en termes de carrière, je dirais que les résistants étaient quand même mieux placés sur certains postes que les prisonniers de guerre. On faisait toujours ressortir qu'ils étaient résistants, alors sachant que certains étaient des vrais résistants, d'autres étaient des résistants de la dernière heure, donc un sentiment parfois d'injustice, parce que les mérites étaient souvent, je dirais, fondés, mais il y avait quand même des cas où c'était beaucoup moins fondé. Et puis à cette humiliation, l'humiliation aussi de ne pas pouvoir faire état réellement de leur souffrance, parce que en prenant connaissance de ce qu'avaient pu vivre les déportés, en prenant connaissance de la Shoah et des autres génocides commis par les nazis, c'est vrai qu'il y avait une sorte de pudeur et à peut-être pas être oublié, mais à se faire oublier et à faire oublier ses souffrances parce qu'elles étaient bien moins importantes que ce qu'avaient pu connaître d'autres et surtout qui n'étaient pas revenus de ces camps de déportation. Donc je veux dire que effectivement, pour moi, c'est plus un sentiment d'humiliation, de pudeur, plus que d'avoir été peut-être réellement oublié, comme vous le montrez très bien.
Voilà. Alors, l'humiliation, en fait, elle est… ce qui humilie les prisonniers de guerre quand ils rentrent principalement, c'est le fait de ne pas être reconnus comme des combattants. Alors que pendant toute la captivité, ils sont des soldats, ils ne sont plus des combattants, ils sont des soldats. Et le fait de ne pas être reconnus comme des combattants, ça c'est une vraie humiliation. Et ils ont en mémoire la difficulté qu'ont eu les prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale, qui étaient beaucoup moins nombreux, mais qui ont quand même existé, dont le général de Gaulle, pour se faire reconnaître comme des combattants parce que les poilus ne voulaient pas qu'ils soient reconnus comme des combattants. Et quand ils sont rentrés, les prisonniers de guerre français de la Deuxième Guerre mondiale ont le sentiment qu'il va falloir remettre ça, qu'il va falloir recommencer à se faire admettre comme des combattants. Et finalement, alors je dis ça avec tout le recul, c'est facile à dire maintenant, mais finalement, ils sont reconnus comme des combattants en 1949, ce qui est allé assez vite par rapport à la Première Guerre mondiale. Et s'ils sont reconnus seulement en 1949, parce que c'est assez vite, mais en même temps c'est 4 ans, c'est essentiellement pour des raisons financières. La 4e République a des problèmes financiers et être reconnu comme un combattant, ben, c'est toucher une indemnité qui n'est pas énorme, hein, mais sur le nombre, ça faisait des sommes importantes et c'est ce qui explique qu'ils ils ne sont pas reconnus comme des combattants plus vite, mais sinon ils l'auraient été reconnus comme des combattants plus vite. À plusieurs reprises, ils ont failli l'être. En 1947, ils ont failli l'être et puis finalement l'Assemblée a voté contre. Enfin, voilà, donc il y a eu des tentatives de cette manière-là. Donc, tant qu'ils ne sont pas reconnus comme des combattants, oui, ils se sentent humiliés. Et en 1949, la loi qui reconnaît les combattants est assez compliquée finalement parce qu'en fait, il faut avoir été membre d'une unité combattante qui a été au contact avec l'ennemi pendant 2 semaines. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et les derniers prisonniers de guerre seront reconnus comme combattants, même s'ils ne faisaient pas partie d'une unité combattante dans ces règles-là, en 1979. Alors, c'est totalement minoritaire, mais quand même, c'est une idée importante, le fait que n'aient pas tous été reconnus comme combattants. Et alors, cette idée d'humiliation, moi, je l'ai alors vu et puis expliqué à partir de quand j'ai travaillé en fait, je suis allée faire une conférence dans l'association des prisonniers de Ravaruska. Alors, ce sont des prisonniers de guerre qui étaient dans un camp disciplinaire, comme vous le savez, et qui voudraient être reconnus comme des déportés et qui n'arrivent pas à se faire reconnaître comme des déportés uniquement, et alors là c'est totalement hallucinant comme raison, parce que en fait la déportation, la définition de la déportation sous la Seconde Guerre mondiale, c'est d'un pays à l'autre. Sauf que les prisonniers de guerre, ils sont en Allemagne, donc ils ne changent pas de pays. Donc comme ils ne changent pas de pays, ils ne sont pas déportés. Ça tient à ça, vous voyez, l'humiliation, parce que réellement ceux de Ravaruska, enfin leurs descendants maintenant, sentent ça toujours comme une humiliation parce que les souffrances à Ravaruska étaient identiques à celles d'un camp de concentration. Et ben ça tient à une définition qui a été faite dans les années 45-50 et qui paraît, vue aujourd'hui, tellement désuète, enfin tellement ridicule. Et ça ne bouge toujours pas. Parce qu'il y a une concurrence des mémoires aussi. Les déportés raciaux ne veulent pas que ceux de Ravaruska aient cette dénomination de déportés. Donc il y a aussi une concurrence des mémoires qui intervient. Voilà, mais pour revenir aux prisonniers de la Seconde Guerre mondiale, l'humiliation, c'est vraiment lié à la carte du combattant. Et après, alors ponctuellement, vous allez avoir des prisonniers qui entendent des réflexions. Dans 120 rue de la Gare, alors le nom m'échappe, ce sont ces romans policiers C'est de… Mallet, non? Mallet? Oui, merci. C'est de Malais. Donc, oui, c'est exactement ça. Et le premier, c'est 120 rue de la Gare. Et c'est des prisonniers de guerre qui rentrent. Et c'est des prisonniers de guerre qui sont rentrés en France et qui meurent mystérieusement en France. Et donc, il y a une enquête qui est menée.
par l'agence Fiat Lux. Et là, il entend des réflexions, effectivement, qui sont transcrites en dialogue, du genre ah ben, vous n'avez pas beaucoup maigri finalement, ah ben, finalement, ça va pour vous, alors ça a été les vacances. Donc, oui, il y en a qui ont entendu ça, c'est totalement évident. D'après ce que j'ai trouvé pour l'instant, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais bon, quand on l'entend, hein. C'est sûr que quand on l'entend, on se sent humilié. Mais c'est une humiliation qui n'a pas été continue. Et après, les prisonniers de guerre, ils sont assez rapidement réintégrés dans la société parce que les Français se considèrent eux aussi comme des captifs. Donc finalement, les Français considèrent que ce que les prisonniers de guerre ont vécu, eux aussi l'ont vécu, parce qu'eux aussi avaient du mal à se nourrir, eux aussi travaillaient pour les Allemands étaient en France, et donc il y a ça je l'ai trouvé plusieurs fois, une communauté de pensée, et même si pour un prisonnier de guerre dans un camp, ça peut paraître étrange, une espèce de communauté de destin, de souffrance identique pendant la Seconde Guerre mondiale entre les prisonniers de guerre officiels dans les camps et les Français captifs chez eux en France. Voilà. Donc ça a atténué l'humiliation. Et puis, par rapport aux résistants qui étaient mieux placés, ben, ça dépend un peu parce que, par exemple, il y a eu un débat assez virulent en 1946 entre les FFI et les prisonniers de guerre, parce que les prisonniers de guerre avaient pu poursuivre leurs études dans les camps et leur diplôme avait été validé, alors que les FFI ben, ont arrêté leurs études. Et donc, après la guerre, les FFI, à âge égal, n'ont pas le même niveau scolaire et n'ont pas la même reconnaissance de diplôme que les prisonniers de guerre qui, eux, ont pu passer leur diplôme. Donc, après, ben, c'est un peu comme exactement ce que vous disiez, les résistants de la première heure et puis les autres qui mettent un brassard au dernier moment pour sortir dans la rue. Il y a eu des destins très, 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 très variés, mais il y a des résistants qui en ont voulu aux prisonniers de guerre, les jeunes résistants en ont voulu aux prisonniers de guerre parce que eux, leurs études ont été interrompues, alors que les prisonniers de guerre ont pu, s'ils le voulaient, continuer les leurs. Voilà. Donc, encore une fois, c'est plein de nuances, finalement. Merci. Merci. Il y a encore un intervenant qui a levé la main, dont je n'ai pas le nom, mais que j'invite à prendre la parole en mettant son micro. Voilà. Étienne. C'est de nouveau Étienne. Oui. Ah. Non, juste pour vous dire, Madame Guem, rassurez-vous, je n'ai pas du tout entendu vos remarques, pas plus que Marie-Françoise Roger qui vous le disait également, comme venant de quelqu'un qui me donnait des leçons. Ça éclaire, ça éclaire complètement la nécessité de travailler avec un historien. Moi, je ne suis pas historien de formation. Des historiens, pas un, des. Parce qu'on a des visions. Ah ouais, parce on va avoir des visions différentes. Donc, pas un historien. Il en faut plusieurs. Le problème, c'est que moi, dans ce site, j'ai travaillé depuis que je l'ai créé il y a 17 ans pour une autre association qui est l'Amicale des OFLAC 2D, 2B, 21B. Mais c'est vrai que je travaillais seul. Donc, oui. J'ai acquis beaucoup de documents et c'était certainement l'erreur de ne pas chercher à rentrer en contact à l'époque avec des historiens. Et je remercie aussi publiquement Marie-Françoise Roger et Marc Muller qui ont eu cette proposition dans notre nouvelle association. Et donc, vous nous aiderez, vous nous guiderez en fait pour faire les choses d'une meilleure manière, je veux dire. Voilà. Pas d'une meilleure manière, mais avec cet aspect-là supplémentaire. D'accord. Mais c'est pas une meilleure manière. Je l'exprime comme ça. Mais bon, ce site, il a néanmoins, effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, l'intérêt d'avoir réuni. Vous avez parlé de beaucoup de documents qui au moment des maisons qui étaient vidées après les décès de prisonniers, qui partaient à la poubelle. Au moins, ce site a l'avantage de collationner énormément de documents et puis de mettre en rapport beaucoup de gens qui finalement ont un peu la même histoire, de par leur ascendance de prisonniers de guerre dans les parents ou les grands-parents.
Voilà. Et puis il y a tout le travail que vous faites d'archivage par rapport à Caen. Enfin voilà, non, encore une fois, hein, c'était juste un éclairage supplémentaire. Hein, à aucun moment je me permettrais de critiquer le travail monstrueux que vous avez fait. Hein, ça, c'est une Non, mais évidence. je ne le crois pas comme ça. Complètement rassuré. Je voulais juste ajouter, Marie-Françoise? oui, juste je pense que vous connaissez les romans d'Hyvernaud qui étaient dans Ah oui, voilà, oui. et je trouve que justement ces romans transmettent cette espèce d'idée d'amertume, d'avoir été, enfin, quand il est revenu, quand il raconte dans La peau et les os les réflexions des gens qui étaient restés en France par rapport à ce qu'il avait vécu, et que voilà, il y a une espèce d'amertume, de sentiment d'humiliation, de sentiment d'être complètement rejeté. Et je pense que ça serait intéressant peut-être qu'on ait une étude, enfin moi je suis plutôt littéraire, mais qu'on ait une étude un peu, une analyse justement de ce qu'il a retenu lui de la captivité et de sa déception de voir que finalement il n'a rien été pendant 5 ans, qu'il a perdu 5 années de sa vie pour rien en quelque sorte. Enfin, moi c'est ce que j'ai Oui, oui. compris dans ses livres, mais Non, mais Hyvernaud, alors dans les vagues de parution de témoignages de prisonniers de guerre, Hyvernaud, il est vraiment à l'écart parce que lui, il décide de ne pas dire ce que les gens veulent entendre. Ce que les gens veulent entendre, quand on lit des témoignages de prisonniers de guerre ou quand on entend des anecdotes, moi, ça m'a fait penser, alors je suis d'une génération où les garçons faisaient leur service militaire. Et moi, ça m'a fait penser à mon frère qui revenait de son service militaire. Alors, il y était parti, ça interrompait ses études, enfin, c'était affreux. Et puis, quand il en est revenu, et ben, finalement, l'impression que ça donnait, c'était des anecdotes. Et on se disait en l'écoutant, bon, ça n'a pas été si terrible que ça. Alors, je ne compare pas le service militaire avec la captivité, mais ce que les prisonniers de guerre racontent dans leurs écrits, la majorité, ce sont des anecdotes qu'ils pensent que le public veut entendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement souffert que ça. Alors oui, ils travaillaient pour les Allemands, mais ils n'ont pas tellement souffert. Et Hyvernaud, lui, refuse. Il refuse d'être dans cette vague-là, et Hyvernaud, lui, dit clairement les choses. Et moi, j'ai connu, alors, j'ai pas connu Hyvernaud, mais j'ai connu son livre parce que je le cherchais. Donc, il a fallu que j'aille à la bibliothèque du ministère des Anciens Combattants. Et le bibliothécaire donc l'avait et m'a expliqué qu'en fait, c'est la veuve d'Hyvernaud qui était venue lui donner les derniers exemplaires qui allaient être mis au pilon. Et donc, il y a eu toute une période où personne ne lisait Hyvernaud. Et il est revenu sur le devant de la scène par son éditeur qui a été totalement étonné, séduit par ce témoignage, et qui justement s'est dit peut-être que je ne vendrai pas beaucoup, mais j'ai à côté des livres qui font du succès qui vont me permettre de compenser. Et alors, je me souviens plus. il est très étudié actuellement. Enfin, Maintenant, il y a oui, même, oui, oui. absolument. Ah ouais, Et maintenant. mais c'est vrai Et qu'il a une cet éditeur prend le risque de le faire paraître en livre de poche. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Donc, il y a des thèses dessus, des ah oui, mémoires oui, dessus. Il y absolument. a une Hyvernaud, il y association a plein de choses. Hyvernaud. Oui, oui. Hyvernaud, il y a plein de choses maintenant. Mais Mais il y a eu toute une période où il était oui, totalement ignoré. oui. Et vraiment, il est très minoritaire, Hyvernaud, dans sa description de la captivité. Et il est très, très, très Mais intéressant. minoritaire aussi pour ses idées politiques, parce qu'il était communiste. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui explique sa façon d'écrire. Mais oui, enfin, il est. Bon, C'est pas flagrant dans La peau et les os. non. Je veux dire, il ne le met pas en avant. Non. Il a une écriture un peu, comment dire, oui, un peu à la Céline, en fait, dans le Oui, type de absolument. style, Oui, voilà, ouais, très. ouais, très, Mm, très net, très cru, mm, très mm. direct. Oui, oui. Oui. Absolument. Oui, moi aussi, je pense à Céline. Et je pense que dans le camp, il devait être un peu marginal. Enfin bon, Ouais. bon, voilà, c'était tout. Merci beaucoup pour votre conférence et vos éclairages et toutes ces pistes que cela ouvre. Bah, merci beaucoup à vous. Et puis, oui, oui,
on a plein de choses à faire ensemble pour se compléter, je pense. Tout à fait. Voilà. Si vous permettez, je vais profiter de la fin de ce temps pour demander peut-être à Marc de nous faire une présentation rapide, si tu veux bien, de la prochaine conférence Mmh. qui viendra à la fin du mois de mai. Oui, c'est tellement la fin du mois de mai que ce sera le 1er juin. Voilà. D'accord. Voilà, ben, ça reste, ça reste dans le thème qui a été abordé par Evelyn Game, de la transmission filiale sur un point quand cette transmission n'a pas eu lieu. Et pour le coup, j'aurai le plaisir de vous présenter la situation que j'ai vécue et les recherches que j'ai pu mener concernant un petit cousin prisonnier de guerre et qui a eu donc un parcours tragique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à la fois, il y aura deux parties globalement. La première qui sera consacrée à cette démarche d'une recherche historique, d'essayer de remonter un fil d'une information qui n'a pas été transmise dans le cercle familial et comment est-ce qu'on a pu comment est-ce que j'ai pu exhumer des archives, des renseignements, et puis finalement accéder à des documents de première main ou presque. Et puis dans un second temps, présenter le profil un petit peu singulier d'une poignée d'officiers français alsaciens qui, après la campagne de France, ceux qui ont été prisonniers sont libérés, mais se retrouvent soumis à une velléité d'incorporation de force et la façon dont ça s'est passé. Donc, il y aura un peu ces deux aspects, à la fois d'une démarche historienne, et puis un second point qui sera celui d'un parcours de vie et peut-être d'une histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er juin à 17h en ligne. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Et puis, je remercie encore une fois Madame Game et pour sa très, très intéressante intervention. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end de Pâques. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne Pâques à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, joyeuse Pâques. Merci. Merci, au revoir. Donc, bah, c'était bien. Très bien. Monsieur Jachet, j'attends un peu avec mes élèves parce qu'il faut les laisser digérer un petit peu et puis je vous enverrai leur réaction. C'est fini. C'est pour fermer.